Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire du Challenge BIS Performance. Il est 11 heures pile, vous voyez, donc on aime bien démarrer à l'heure. Vous nous rejoignez actuellement, donc on va attendre une petite minute que les gens qui étaient en attente puissent se connecter et on va démarrer tout de suite ce challenge. Préparez votre succès pour 2023. Donc, je suis avec mes collègues, Olivier, Laurent et Andy. Nous allons vous accompagner toute cette semaine et on va commencer tout de suite. Donc, ce challenge, tous les jours, rendez-vous à 11 heures de aujourd'hui jusqu'à vendredi pour qu'on puisse vous accompagner à bien préparer lors de cette fin d'année 2022 qui approche à grands pas, bien préparer 2023. La première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de vous inscrire sur le groupe Facebook privé. Vous avez dû recevoir dans votre mail une invitation pour vous connecter. Pourquoi? Parce que c'est sur ce groupe que vous allez pouvoir suivre les replays si jamais vous manquez un des webinaires. Et c'est sur ce groupe que vous allez également pouvoir interagir à la fois avec nous, mais également avec les autres participants du groupe. Pour aujourd'hui, donc c'est Andy qui va prendre vos questions si jamais vous en avez et qui va pouvoir faire le lien avec moi. Si vous avez des questions, il faut les poser donc dans le chat par la discussion et à ce moment-là, on pourra tous les voir et Andy pourra collecter les questions pendant que je vous présente mon webinaire et y répondre à l'issue de celui-ci. Donc, vous allez vous inscrire sur le Facebook privé puisque période de Noël oblige, eh bien, on vous a préparé des cadeaux. Alors, plusieurs types de cadeaux. Les premiers cadeaux, ce sont pour tous les inscrits. Donc, voilà, tous les inscrits, vous allez recevoir des cadeaux en fin de semaine, vendredi, mais également pour tous ceux qui réaliseront les challenges quotidiens. C'est-à-dire que chaque jour, nous allons tous vous donner un challenge à réaliser, un challenge que vous pourrez mettre sur le groupe Facebook. Et en fait, les cadeaux pour ceux qui réaliseront tous les challenges, 3, 2, 1, pourquoi? Parce que le vainqueur aura 3 heures de communication offerte avec soit une personne du panel de nous quatre, soit à partager entre les quatre. C'est-à-dire que vous pouvez soit prendre 45 minutes avec chacun d'entre nous pour parler de votre projet, pour voir comment on peut vous aider. Maintenant, peut-être que vous allez penser que Andy, Olivier, Laurent ou moi, on a plus à vous apporter suivant les webinaires que vous aurez suivis. À ce moment-là, peut-être que vous allez choisir de prendre 2 heures avec Olivier et 1 heure avec Andy, par exemple, et rien avec Laurent ou moi, ou l'inverse. Donc, c'est vous qui choisirez. Le deuxième, donc le médaille d'argent sur ce challenge aura 2 heures et le troisième, 1 heure de communication gratuite avec le même principe. Vous pouvez soit prendre ces heures avec une seule personne, soit les répartir sur nous quatre, ou 2 ou 3, c'est vous qui choisirez. Et donc, rendez-vous vendredi à 11 heures pour le détail des cadeaux pour les inscrits et également le tirage au sort des gagnants parmi tous ceux qui auront réalisé les challenges. Donc, pour les challenges, il faut réaliser les 4 challenges qu'on va vous donner pour pouvoir être éligible au tirage au sort vendredi sur ce deuxième cadeau 3, 2, 1. Donc, aujourd'hui, premier webinaire, donc c'est moi qui lance le bal. Ça va être sur « J'atteins mes objectifs ». Je ne vais pas me présenter en détail tout de suite puisque je vais le faire juste après. Demain, nous serons avec Andy. Andy, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc, Andy qui nous parlera qui est du feu sacré. Donc, moi, je sais déjà de quoi il va parler, donc je ne vais pas spoiler. Mais en tout cas, ça sera un webinaire demain à 11 heures sur « En 2023, je garde le feu sacré ». On enchaînera mercredi avec Laurent. Bonjour à Laurent, toutes et à bonjour. tous. Donc, Laurent qui vous aidera à décupler votre chiffre d'affaires. Et enfin, nous finirons jeudi par Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Voilà, et donc qui vous aidera à clarifier votre message de vente. Donc, comme vous le voyez, toutes ces 4 webinaires vont vous permettre vraiment de regarder toutes les phases de ce que vous voulez faire dans votre entreprise, soit parce que vous êtes dirigeant, soit parce que vous êtes entrepreneur, etc., ou manager. Et donc, nous allons vous donner toutes les clés pour faire de 2023, comme c'est marqué ici, votre meilleure année business. Et on va commencer tout de suite aujourd'hui avec, en 2023, j'atteins mes objectifs. Alors, j'atteins mes objectifs. Je vais vous amener tout de suite en 2018, lors des Jeux Olympiques en Corée du Sud.
En bobsleigh, justement, en bob à deux, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que pour la médaille d'or, il y a eu 2 équipages qui ont été ex aequo. Les Allemands et les Canadiens que vous voyez là, eh bien, ont fait exactement le même temps au bout des 4 manches et ont tous les deux partagé la médaille d'or. Donc, c'est pour ça que je mets quand chaque détail compte, parce que si jamais vous faites ne serait-ce qu'un centième de plus, ben, vous n'êtes plus médaille d'or, vous êtes seulement, entre guillemets, médaille d'argent. Et en fait, pourquoi je vous parle du bobsleigh? Parce qu'en fait, chez moi, le sport, c'est une histoire de famille. Mon père a été sportif, a participé aux Jeux Olympiques en 1956 et 1960. Et du coup, bah, moi, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère du sport de haut niveau, à tel point que ma première piscine, eh ben, en fait, c'était sur le stade d'athlétisme, la rivière du 3000 mètres steeple. Et en fait, quand on est dans cette ambiance sportive, il y a une lecture en France qui est quotidienne, c'est le journal L'Équipe. Et en fait, un jour de 1988, je lis ce journal et je tombe sur une petite annonce qui dit: vous êtes grand, costaud et fort, vous voulez représenter la France aux Jeux Olympiques, venez essayer le bobsleigh. Donc, je suis déjà sportif, mais je n'ai jamais fait de bobsleigh. Et en fait, il faut savoir que 4 ans plus tard, la France organisait les Jeux Olympiques à Albertville, en France, et l'équipe de France de bobsleigh n'existait pas. Et donc, le vœu du comité olympique français, c'était que dans toutes les disciplines, il y ait une équipe de France. Et du coup, donc, il recherchait des sportifs pour participer à cette aventure olympique. Et je me suis lancé là-dedans. Et ça a été mon quotidien pendant pratiquement 30 ans. Et depuis 88, ma première descente jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai fait 5 fois les Jeux Olympiques, donc 2 fois en tant qu'athlète en 92 et 98, 3 fois en tant qu'entraîneur en 2002, 2006 et 2014. Et une autre fois, c'est des Jeux Olympiques un petit peu spéciaux, les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2016. C'est une compétition qui est réservée aux jeunes de 14 à 18 ans. Et donc, là, j'étais plutôt quelqu'un qui venait partager son expérience avec les jeunes, mon expérience olympique. Et lors de toutes ces expériences olympiques, eh bien, en 2014, j'étais manager, head coach de l'équipe suisse. Et en fait, l'équipe suisse a été championne olympique lors de cette édition. Donc, voilà, c'est après 26 ans après mes débuts dans le bob. Donc, l'équipe que j'entraînais est devenue championne olympique. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas champion olympique. Les entraîneurs, les coachs ne sont pas champions olympiques, ce sont seulement les athlètes et c'est très, très bien comme ça. À côté de ça, j'ai eu aussi des expériences en entreprise, donc des entreprises, des gros groupes comme Daxer, Sodebo ou alors Amos, donc à la fois de manager, de directeur. Et j'ai également un parcours d'entrepreneur avec mon entreprise, mes conférences, mes formations, avec un leitmotiv, ça s'appelle « Devenez votre propre champion ». En gros, c'est s'inspirer de ce que j'ai pu mettre en place pour avoir une équipe qui est championne olympique et comment vous pouvez prendre un petit peu de tout ça pour vous, votre propre carrière professionnelle. Et c'est ce que je vais vous présenter ce matin, surtout sur le focus des objectifs et comment ça fonctionne. Et en fait, quand vous avez un projet, quel qu'il soit sportif, professionnel ou personnel, pour moi, il y a 3 phases. Il y a une première phase de préparation et c'est justement dans cette première phase de préparation que vous allez devoir définir vos objectifs. Et quand vous définissez vos objectifs, il est important de savoir exactement où vous allez aller. Par exemple, si on regarde cette médaille olympique de Sochi, eh bien, en fait, on a les Jeux Olympiques et si jamais votre but, c'est de vous qualifier aux Jeux Olympiques ou si votre but, c'est de gagner cette médaille d'or, vous êtes au même endroit, au même moment, en même temps, mais vous avez 2 objectifs totalement différents. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous qualifier aux Jeux Olympiques, je dirais que le jour de la cérémonie d'ouverture, quand vous êtes aux Jeux Olympiques, vous avez atteint votre objectif. Peu importe ce que vous ferez après, c'est autre chose. Alors que quand vous voulez être champion olympique, le jour de la cérémonie d'ouverture, vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Et en fait, c'est 2 choses totalement différentes. Alors, en bob et en sport plus particulièrement, on fait ce qu'on appelle un business plan olympique. Donc, c'est quelque chose qui dure 4 ans, puisque c'est la durée qui sépare généralement deux Jeux olympiques. Et si je prends l'exemple, par exemple, des Français qui ont fait 12e au dernier JO d'hiver en bob à Pékin en 2022, et imaginons qu'ils aient l'ambition de devenir champion olympique lors des prochains en 2026 à Cortina. Eh bien, en fait, on va d'abord partir sur des prévisions. Et là, les prévisions, on part de l'objectif final jusqu'à aujourd'hui. Et quand on parle de l'objectif final, on va dire, par exemple, en 2026, l'équipe va être championne olympique. Ça veut dire qu'en 2025, en gros, il faudrait qu'il soit dans les 3 meilleurs mondiaux. En 2024, dans les 6 meilleurs. Et en 2023, dans les 10 meilleurs. C'est une progression linéaire. Et par rapport à ça, on va mettre en place ensuite des actions en place. Et là, en partant d'aujourd'hui jusqu'au final. Donc, on va partir d'aujourd'hui. En 2023, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par exemple? Eh bien, que je trouve des sponsors.
un bob, comme vous avez pu voir au début, pour les Canadiens et les Allemands champions olympiques, un bob comme ça coûte à peu près 80 000 euros. Donc, c'est-à-dire que si jamais on veut être champion olympique, il va falloir qu'on trouve des sponsors. Et là, je parle que du bob à 2. Bob à 4, c'est 100 000 euros. Vous achetez des patins, c'est entre 7 et 10 000 euros la paire de patins. Il vous faut à peu près 4-5 paires de patins pour les différents types de glaces, etc. Donc, vous avez déjà investi en gros 250 000 à 300 000 euros. Vous n'avez pas encore fait une descente. Donc, si vous voulez être champion olympique, il va falloir que vous trouviez des sponsors. Il va falloir également que vous professionnalisez. C'est-à-dire que ces athlètes qui vont faire les jeux et qui vont essayer de les gagner, eh bien, il va falloir qu'ils fassent que ça. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils aient une rémunération pour continuer à vivre. Donc là aussi, les sponsors vont rentrer en jeu avec bien sûr des bilans à chaque fin de saison. En 2025, les derniers réglages pour être serein dans sa tête le jour des Jeux. Et après les Jeux, est-ce qu'on a réussi à atteindre notre objectif? Est-ce qu'on est champion olympique, 2e, 3e, 5e ou 10e? Et à ce moment-là, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en entreprise. Si demain, vous créez votre entreprise, vous allez faire un business plan que vous allez présenter aux banques qui vont vous demander à 3 ou 5 ans, quelles sont vos perspectives d'évolution? Est-ce que vous allez créer des produits? Comment vous allez trouver des clients, etc., etc. Donc là, c'est exactement pareil. Et puis après, à l'intérieur de ces 4 années, on va chaque année, puis chaque trimestre, voire chaque mois, mettre des objectifs intermédiaires qui vont baliser le chemin. Alors, on a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle SMART. C'est pour définir votre objectif, il faut qu'il soit simple à comprendre, il faut qu'il soit mesurable. Comment je sais que j'ai atteint cet objectif? Il faut qu'il soit atteignable, ni trop facile, ni trop dur. Il faut qu'il soit relié à vous, c'est-à-dire que c'est un objectif qui doit vous correspondre, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez cet objectif et non pas quelqu'un pour vous. Et enfin, il faut qu'il soit timé, il faut qu'il y ait une date de fin pour que vous sachiez quand est-ce que vous devez l'atteindre. Et en fait, ces 5 composantes vous permettent d'avoir un objectif qui est clair et qui vous permet d'avancer. Et en fait, dans le monde du sport, la lettre la plus importante pour nous, c'est le T. Pourquoi? Parce que ce T-là, ce n'est pas nous qui le choisissons. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, on décide pour nous à quelle date sont les Jeux Olympiques. Par exemple, en 2014, c'était le 16 et le 17 février, le bob à 2. Et le 16, la première manche était à 18 h, la deuxième manche à 20 h, et le 17, la troisième manche était à 20 h et la quatrième manche à 22 h. Et si vous êtes prêt le 15 ou si vous êtes prêt le 18, c'est trop tard, vous devez attendre 4 ans supplémentaires. Donc, on se sert de ça. Une autre manière de définir les objectifs, c'est la méthode SUPER. La méthode SUPER, ça ressemble à du SMART, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Donc, l'objectif, il doit être simple à comprendre. Est-ce que je veux être champion olympique? Est-ce que je veux participer aux Jeux? C'est pas j'aimerais bien être qualifié pour les Jeux olympiques, s'il y a ci, s'il y a ça. Non, c'est je veux aller aux Jeux olympiques. Ça, c'est simple. Et après, on va mettre en place les actions qui vont permettre ça. Il faut qu'il soit utile. Utile à qui? À vous. C'est vous qui choisissez l'objectif. C'est vous qui décidez, par exemple, de vous remettre au sport parce que vous pensez que ça peut être bien d'avoir une condition physique meilleure et non pas forcément parce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous dit voilà, tu deviens un petit peu feignant, remets-toi au sport. Il faut qu'il soit énoncé de manière positive. Donc, le cerveau n'aime pas le négatif. Si là, vous qui m'entendez, je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, eh bien, il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous, vous ayez un éléphant rose en tête. Et le meilleur moyen d'enlever cet éléphant rose, c'est de penser à quelque chose d'autre, de positif. Par exemple, je pense à un éléphant gris. Et à ce moment-là, l'éléphant gris va se superposer sur l'éléphant rose. Il faut que votre objectif il soit écologique. Alors, un objectif écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on définit un objectif, généralement, on voit les points positifs qu'on va avoir si jamais on atteint cet objectif. Eh bien, l'écologie d'un objectif, c'est voir aussi tous les sacrifices que vous allez devoir faire pour l'atteindre. C'est-à-dire que vous allez vous dire, tiens, si j'ai envie d'atteindre tel objectif, il va falloir peut-être que le week-end prochain, je travaille. Et vous allez aussi voir que en atteignant cet objectif, vous allez gagner quelque chose, mais vous allez aussi peut-être perdre d'autres choses. Je vais vous donner un exemple concret de la vie courante. Imaginons que certains d'entre vous, vous fumiez des cigarettes. Vous êtes fumeur et vous dites, tiens, je veux retrouver une meilleure santé. Je l'énonce de manière positive en arrêtant de fumer. Côté positif, je vais faire des économies d'argent, je vais avoir un meilleur souffle, je vais pouvoir peut-être me remettre au sport, une meilleure haleine, mes habits ne vont pas sentir le tabac froid, etc. Vous allez me dire, il n'y a que des points positifs. Maintenant, parfois, il y a des points négatifs à arrêter de fumer.
Je me souviens, un jour, je coachais une personne et en fait, il me disait que sa dernière cigarette, surtout l'hiver, il la prenait tout seul dans son garage. Parce que personne ne voulait l'accompagner parce qu'il faisait froid. Et en fait, ce moment où il était tout seul à fumer sa cigarette, il s'en servait pour faire un point sur sa journée et se projeter sur le lendemain. C'est-à-dire qu'il fumait sa cigarette et là, il était tout seul. Il se disait, tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça. Demain, j'ai ça de prévu. Il faut que je pense à ça, ça, ça. Et en fait, du jour où il n'a plus cette cigarette, ben, il n'a plus ce moment. Et comme il m'a dit, il ne pouvait pas dire à sa compagne, ben, tiens, ce soir, je vais me mettre 10 minutes dans le garage tout seul, il faut que je réfléchisse. Il y a un moment, il faut être réaliste, il aurait fallu qu'il explique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il avait perdu. Et il a fallu qu'on le rajoute dans sa routine quotidienne en lui disant, bah, à la fin de ta journée de travail, il faut que tu prennes 15 minutes, non pas pour fumer, mais pour faire un point sur ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu vas faire demain. Bah, vous voyez, ça, c'est un point négatif qu'on peut perdre si on prête pas attention à ça, on peut perdre en arrêtant de fumer, alors que globalement, arrêter de fumer, c'est plutôt quelque chose de positif. Et enfin, dernière chose, il faut que votre objectif soit réaliste. Donc ça, c'est comment on définit un objectif, mais en fait, quand on est dans le monde du sport, on ne s'arrête pas à ça, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste cette définition d'objectif, mais derrière tout ça, il y a tout un écosystème qui se met en place et qui, par exemple, va entretenir la motivation. La motivation, c'est un pont entre deux mondes, entre le monde extérieur et le monde intérieur. Mais là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça, c'est le thème du webinaire de demain d'Andy. Il le fait très, très bien. C'est un spécialiste de ça. Et donc, la motivation, c'est demain à 11 h. Donc là, on a fini le premier point qui est la préparation. Et donc, dans votre objectif, après, vous allez rentrer dans une phase de production. Et dans cette phase de production, vous allez tout d'abord définir un plan d'action. Un plan d'action qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient à court, moyen ou long terme, l'objectif final que vous avez mis en place. Et en fait, Arthur Ashe, qui est un tennisman, disait « La clé du succès est la confiance en soi, la clé de la confiance en soi est la préparation ». C'est exactement pareil quand vous vous trouvez au départ d'une piste de bob. Il faut savoir que vous fassiez du bob à 2 ou du bob à 4, à partir du moment où vous avez commencé à pousser jusqu'au moment où vous arrêtez au bout, à la fin, vous n'avez aucun moyen de communiquer avec vos équipiers. Que ce soit de manière verbale ou non verbale, vous n'avez aucun moyen de communiquer. Ça veut dire que vous devez savoir ce que vous avez à faire vous-même, mais également ce que doivent faire vos équipiers et ce que veulent faire vos équipiers. C'est-à-dire que dans l'objectif d'une descente, eh bien, vous avez défini dès le départ qu'est-ce que vous allez chercher à travailler sur cette descente-là, que tout le monde ait le même objectif. Et après, ça veut dire que, imaginons que le premier virage, en tant que pilote, moi j'étais pilote, ça se passe bien, eh bien, vous êtes content, vous faites le deuxième virage et vous avez une erreur au troisième virage. Le fait d'avoir un plan d'action bien défini, eh bien, ça veut dire que même si vous avez fait une erreur au virage 3, mentalement, vous allez être prêt sur les virages suivants à avoir une couleur qui correspond non pas à l'erreur du virage 3, mais à ce que vous aviez prévu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur au virage 3 qu'au virage 4, il faut que vous soyez en train de vous dire « Oh là là, j'ai fait une erreur au virage 3, comment ça se fait ?» Et puis, le virage 4, il est rouge. Et puis, au 5, vous dites « Je suis en train de… » Vous avez ce discours négatif en tête « Je suis en train de rater ma manche, etc. etc. » Non, vous avez fait une erreur au virage 3. Vous savez ce que vous devez faire au virage 4, au virage 5, etc. jusqu'à la fin. Vous déroulez le plan d'action que vous avez mis en place de la meilleure manière possible et c'est après que vous faites l'analyse. Et ça, c'est pareil pour une descente d'1 minute en bobsleigh qu'un entretien commercial d'1 heure. C'est exactement pareil. Si au bout de 10 minutes, vous avez votre interlocuteur qui vous pose une question qui vous déstabilise, eh bien, le but, c'est de connaître tellement votre plan d'action que vous allez pouvoir le dérouler de la meilleure manière jusqu'au bout. Et pour ça, il faut être en forme. Et être en forme dans le plan d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire être focalisé non pas sur le résultat, mais sur les actions que vous devez mettre en place. Et quand vous faites ça, vous allez décupler votre capacité d'observation en même temps que vous interagissez. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ça. Imaginons que tous les soirs, en voiture, vous fassiez le même trajet pour revenir du travail à chez vous. Il y a sûrement un soir où vous allez vous dire « Wow, je suis déjà là », parce que vous avez tellement fait ce trajet qu'il est devenu automatique. Et donc, ça veut dire que quand vous rentrez normalement à la maison, eh bien, vous avez cette capacité d'observation, de penser à autre chose, voire de discuter avec un passager sans que ça influe sur votre manière de conduire. Par contre, si un jour, il y a des travaux sur votre trajet quotidien et que vous devez changer d'itinéraire, eh bien, peut-être qu'à un moment, le passager qui vous parle, vous allez dire « Attends, il faut que je me concentre, il faut que je retrouve mon chemin. » Pourquoi ? Il
faut que je regarde par où je passe parce que là, ce n'est pas le chemin habituel. Et il faut vous concentrer et du coup, vous avez moins de ressources disponibles pour tout ce qui se passe autour. Ben là, le but du plan d'action, c'est ça. Focalisez-vous sur les actions, décidez-les avant, mettez-les en œuvre et comme ça, vous avez des capacités d'observation. Vous pourrez aussi réajuster en temps réel les petits écarts que vous allez faire par rapport au plan d'action prévu. C'est ce qui se passe, nous, quand on pilote. On fait toujours des petites erreurs. Eh bien, si on sait exactement ce qu'on va chercher, on peut faire en sorte que ces petites erreurs, ce ne soient pas des grosses erreurs. Et au fur et à mesure de la répétition, vous allez pouvoir mémoriser de la meilleure manière possible de réaliser votre plan d'action pour le jour J. Et du coup, le jour J, vous engagez à 100%. Et quand vous allez pouvoir vous engager à 100%, vous êtes sûr au final de ne pas avoir de regrets puisque vous aurez tout mis en place pour réussir. Vous allez ensuite avoir cette capacité dans vos objectifs d'améliorer votre plan d'action de deux manières différentes. On va comparer ici le sport et l'entreprise. En sport, on fait de l'observation, c'est-à-dire qu'on va observer ce que font les autres et on va voir est-ce qu'on peut faire la même chose ou pas. Est-ce qu'ils ont du meilleur matériel que nous? Est-ce que leur pilote a plus d'expérience que nous? Donc, on va voir, on va se dire, tiens, eux, ils font ça. Est-ce que nous, on peut l'intégrer à notre manière de fonctionner ou est-ce que, pour l'instant, on ne peut pas, mais on garde ça pour plus tard? Dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle faire de la veille. Et je vais vous donner deux exemples. Et quand on fait de la veille, on va déjà chercher les limites de ce qu'on sait faire pour pouvoir un petit peu agrandir notre cercle, ce qu'on appelle notre zone de confort, notre cercle où on est bien, pour que ça soit de plus en plus gros et qu'on puisse réagir à plus de situations. Vous avez ici une photo de bobbers américains en 1932. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de chauffer leurs patins au chalumeau. Parce qu'à l'époque, eh bien, en fait, il n'y a pas de contrôle de température des patins. Et nos patins, quand ils sont dans la glace, ils refroidissent. Et en fait, plus les patins sont chauds sur la glace, ça fait une petite pellicule d'eau. Et donc, notre bob, il va plus vite. Et donc, en 1932, les Américains faisaient ça aux Jeux Olympiques et ils deviennent champions olympiques. Après, la Fédération internationale a interdit ce processus et aujourd'hui, on contrôle la température des patins, c'est-à-dire qu'on a un patin témoin qui est sorti 1 heure avant le début de la compétition et quand on arrive au départ de notre compétition, on prend la température des patins de notre bob et il ne faut pas que la température soit plus ou moins 4 degrés que la température du patin témoin. C'est-à-dire que si notre patin il est plus chaud ou plus froid, par exemple de 5 degrés, on est disqualifié, on ne peut même pas descendre. Regardez là, en 1952, le bob allemand, champion olympique, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de contrôle de poids et en fait, la poussée à l'époque, eh bien, elle n'était pas aussi importante que maintenant. C'est-à-dire qu'il faisait 3-4 mètres et il montait dans le bob. Et en fait, les Allemands se sont dit, tiens, plus on est lourd et plus dans la pente on va vite, on va prendre 4 jeunes et littéralement, ils les ont fait manger pour qu'ils prennent du poids. Et en fait, grâce à ce poids, puisqu'on voit là, il y a quand même 4 beaux bébés dans le bob, eh bien, ils ont été plus vite que les autres et ils sont champions olympiques. Et depuis maintenant, la Fédération internationale a dit il y a un poids limite. Par exemple, en bob à 4, c'est 630 kg, le bob plus l'équipage. C'est-à-dire qu'on arrive en bas de la descente, le bob fait à peu près 210 kg, donc ça fait 420 kg, ça fait une moyenne de 105 kg par athlète. On essaye toujours de descendre le plus lourd possible parce que plus on est lourd, plus on va vite, mais on ne doit pas dépasser 630 kg. On arrive en bas de la descente, on nous met sur une balance, on fait 631 kg, on est disqualifié. Par contre, si jamais on a des athlètes un petit peu plus légers, on va pouvoir mettre du poids dans notre bob pour arriver à 630 kg, mais du coup, notre bob, il est plus lourd à pousser au départ et donc on va perdre du temps. C'est un peu le principe du caddie quand vous allez faire vos courses. Au début, il est vide, il est facile à pousser. À la fin de vos courses, il est rempli, il est plus lourd, donc c'est plus dur. Là, c'est exactement pareil. Donc ça, vous voyez, c'est de l'observation qui a été faite et on s'est dit, tiens, on peut faire ça dans le règlement. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, mais à l'époque, on faisait. Voilà, on observe ce qui se passe, ce que font les autres et on essaye de s'adapter pour être le plus performant possible. Donc, observation et veille. Ensuite, dans le monde du sport, on va faire de l'entraînement. Vous allez faire de la formation. C'est ce que vous faites aujourd'hui, de la formation. Vous êtes en train de vous former. Et ensuite, nous, on fait de la compétition et vous allez faire de la production. C'est-à-dire qu'avec les 4 webinaires que vous allez voir là, peut-être que vous allez vous former à quelque chose de nouveau et vous allez vous dire, tiens, je vais mettre ça dans mon système de production à partir de l'année prochaine. Alors, quand je dis production, ce n'est pas seulement de la production physique, un produit. Ça peut être aussi la production intellectuelle, la production de services, etc. Et la grande différence entre ces deux domaines, c'est que dans le monde du sport, on va s'entraîner 90% de notre temps et dans le monde de l'entreprise, on va produire 90% de notre temps.
Hein, c'est-à-dire qu'en bobsleigh, par exemple, on a environ 30 jours de compétition par an. Ben, ça veut dire que ça nous laisse 335 jours globalement pour nous entraîner. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas transposable tel quel dans l'entreprise. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est cultiver cet état d'esprit de sportif. Cet état d'esprit qui vous fait dire tous les jours, je cherche à m'améliorer. Dans le monde du sport, imaginons qu'on s'entraîne en musculation et que dans un mouvement de musculation, on soulève 100 kilos. Eh bien, on va essayer 105 kilos. Et si on n'y arrive pas, on va se dire pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est technique? On va travailler pour ça. Et quand on arrive à faire 105 kilos, on va essayer 110 kilos. Ben là, ça doit être exactement pareil dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux améliorer? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé 3 heures à répondre à des mails. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode qui pourrait me faire passer seulement 2 heures ou 2 heures et demie même? Gagner une demi-heure par jour, ça fait 2 heures et demie par semaine que je peux utiliser pour faire autre chose ou peut-être tout simplement pour être plus longtemps avec ma famille, plus souvent avec ma famille. Donc, vous voyez, c'est vraiment se dire tous les jours, peut-être se dire, c'est pas je perds un quart d'heure, mais j'investis un quart d'heure dans ma manière de fonctionner comme un sportif qui tous les jours cherche à progresser pour me dire qu'est-ce que demain je peux faire de mieux qu'aujourd'hui. Et ça va vous permettre de mieux gérer votre réserve d'énergie. Votre réserve d'énergie, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Et en fait, votre bouteille d'eau, plus vous progressez en compétences dans votre domaine et plus vous allez agrandir votre bouteille, mais il y a un point où vous ne pourrez pas l'agrandir. On va dire que, par exemple, votre dose maximale, ça va être 1,5 litre. Eh bien, vous devez faire avec 1,5 litre dans votre journée. Et les problèmes, ils viennent quand vous voulez faire 2 litres ou 2,5 litres alors que vous n'avez qu'1,5 litre. Alors, ça veut dire quoi? Soit on fait mal des choses, soit on les fait en retard, soit on ne les fait pas du tout, etc. Ça crée des tensions. Et donc, quand vous prenez cette manière de fonctionner avec le plan d'action, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies justement pour gérer cette réserve d'énergie. Alors, la stratégie, ça peut être quoi? Ça peut être de déléguer. Si jamais vous travaillez en équipe ou vous travaillez avec des partenaires, leur déléguer une partie des tâches parce que pour vous, elles ne sont pas très impactantes et vos ressources, elles sont mieux utilisées dans d'autres domaines. Vous allez pouvoir planifier, par exemple, ou alors dire non. Dire non, ce n'est pas seulement dire non si jamais vous bossez avec un manager, ce n'est pas seulement dire non en disant non, je ne veux pas le faire, c'est non, je ne peux pas le faire tout de suite. Pour quand est-ce que tu voudrais que je le fasse? Et si jamais il y a 2 tâches qui sont en compétition, laquelle je dois faire en premier? Et ça, cette manière de fonctionner, ça vous permet de mieux gérer votre énergie et du coup, au final, de faire du meilleur travail et vous, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif qui vous amènera les résultats que vous attendez. Parce que dans vos objectifs tels que vous les avez définis, vous vous souvenez du business plan olympique, on avait des objectifs sur 4 ans, mais sur 4 ans, ce n'est pas forcément évident que tout se passe pour le mieux. Et donc, vous allez avoir des résultats et vos résultats vont vous permettre d'adapter, d'ajuster votre objectif tout au long de votre projet global. Alors, parfois, en bob, ça ne se passe pas comme on veut. On peut avoir des chutes. Et tout à l'heure, je vous disais, en 1992 et 98, j'ai fait les Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Alors, il faut savoir qu'en 92, aux Jeux Olympiques à Albertville, en France, alors déjà, pour un sportif, faire les Jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais avoir l'occasion de les faire dans son pays, c'est encore plus rare. Et j'ai eu cette chance-là. Et en fait, lors de ces Jeux de 1992, j'ai tout fait sauf la compétition. C'est-à-dire que j'ai été sélectionné olympique, j'ai fait cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, j'ai fait les entraînements. Et en fait, à cette époque-là, on pouvait avoir 3 équipages aux entraînements et seulement 2 en compétition. Ça veut dire que lors du dernier jour d'entraînement, on a fait une sélection entre les Français. Et j'ai été 3e et du coup, je n'ai pas été qualifié pour faire les Jeux. Mais je me suis dit, ce n'est pas très grave puisqu'en fait, 2 ans plus tard, et non pas 4 ans plus tard, il y avait les Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer. En fait, à cette époque-là, le Comité international olympique a décidé de splitter les Jeux d'hiver et Jeux d'été, qui jusqu'en 1992 avaient lieu la même année, pour avoir des Jeux olympiques tous les 2 ans. Donc, ils ont fait Jeux d'hiver 92, 94, puis après 98, 2002, etc. Et les Jeux d'été, c'est resté 92, 96, 2000, 2004. Voilà, c'est pour ça que maintenant, on a des Jeux olympiques, hormis la pandémie qui vient de se passer, on a des Jeux olympiques tous les 2 ans. Donc, je me dis, OK, je rate Albertville, mais dans 2 ans, il y a les Jeux. Donc, je m'investis. Je me dis, je vais y aller. Et en fait, là aussi, je rate les Jeux pour quelques points. C'est-à-dire qu'on a un classement mondial sur les compétitions qu'on fait la saison olympique. Et en fait, les 30 premiers peuvent participer aux Jeux. Et au classement, je suis 32e. Et donc, je rate encore ces Jeux olympiques. Donc, 2 fois en 2 ans, je rate les Jeux olympiques. Et là, je me dis,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Et c'est Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de croire qu'on va avoir des résultats différents. Donc, je me dis, si je reste dans le même système et que je fais la même chose, je vais avoir les mêmes résultats. Donc, je vais encore me planter. Donc, je change de matériel, je change d'entraîneur, je change d'équipier. Et en fait, ça porte ses fruits puisque dès 1995, au championnat du monde, avec mon équipier, on gagne une médaille de bronze. Donc, on est médaillé de bronze au championnat du monde en 1995. Donc, forcément, on est content. On fait un peu la fête. C'est la dernière compétition de l'année. Alors, 3 ans des Jeux Olympiques de Nagano, on est plein d'espoir, on s'entraîne bien. La saison d'après, on commence la saison. La première manche, la première compétition, c'est à Lillehammer. Donc, je n'ai pas fait les Jeux Olympiques, donc je ne connais pas trop la piste. On fait 16e. La deuxième compétition, c'est sur cette piste où on est médaillé de bronze au championnat du monde quelques mois avant. Je me dis, ça va forcément bien se passer. Et là, on fait 13e. Les compétitions s'enchaînent, si bien qu'on arrive au championnat du monde à Calgary en 1996. J'ai le numéro 3 à l'avant du bob qui montre que l'année d'avant, je suis médaillé de bronze. Et là, je fais 23e. Là, je me dis, ce n'est pas possible. Alors, c'est jamais facile de gagner une médaille au championnat du monde, mais entre 3e et 23e, tu fais 8e, 10e, 12e, surtout qu'on s'était quand même bien entraîné. Et en fait, j'essaye de penser à cette année où j'ai gagné la médaille, comment on a fait et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a oublié de faire le bilan du succès dans nos objectifs. C'est-à-dire que quand on a des objectifs et qu'on se rate, eh bien, on fait souvent un bilan et on se dit, tiens, je vais changer. C'est ce que j'avais fait en 92, 94, après avoir raté 2 fois les Jeux Olympiques. Et là, j'avais du succès. En fait, quand on a du succès, bien souvent, on peut se dire, c'est normal que j'ai du succès. Je me suis tellement investi pour y arriver que c'est normal. J'ai sacrifié des week-ends pour m'entraîner. Vous, c'est pareil. Si demain, vous créez votre entreprise, vous allez vous dire, voilà, j'ai travaillé tous les week-ends. Pendant 1 an, je ne me suis pas versé de salaire, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, j'y arrive, c'est normal, j'ai tellement travaillé. Mais peut-être que vous ne faites pas le bilan du succès. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, à chaque fois, je vais regarder, est-ce que dans mon succès, j'ai fait quelque chose de différent pour se rendre conscient de ce qu'on fait exactement pour y arriver. Pour se dire, voilà, j'ai fait ça, ça et ça, c'est exactement la même chose que la dernière fois. Ou cette fois-là, j'ai mis ça en place, eh bien, c'est différent, mais je suis conscient de ce que j'ai fait pour avoir du succès. Je regarde si j'ai développé des nouvelles compétences qui m'ont permis d'avoir du succès. Si on parle avec des anciens commerciaux qui, à 20, 25 ans, avaient, par exemple, des catalogues pour présenter leurs produits, eh bien aujourd'hui, c'est peut-être plus sur des tablettes avec des films et tout ça. Et peut-être que dans 10 ans, ça sera dans le métaverse avec des lunettes. Il y aura peut-être même de l'olfactif. On sentira des choses. On pourra regarder en 3D, etc. Eh bien, les compétences qu'on développe pour présenter les produits ne sont pas les mêmes en catalogue qu'avec une tablette, etc. Donc, se rendre compte des compétences et avec les réponses à ces 2 questions, se dire comment je peux améliorer mon processus du succès pour continuer à atteindre mes objectifs. Et là, on vient de finir la 2e phase. Et dans la 3e phase, vous allez avoir la phase de progression. Comment, avec les objectifs que vous définissez, vous continuez à progresser. Et là, ce qui va vous faire progresser, c'est votre équipe. Parce qu'en France, si on regarde, on a quand même des belles équipes dans tous les sports collectifs. Alors là, on a une équipe qui est en train de faire un beau parcours, mais lors des derniers Jeux Olympiques d'été, par exemple, le dernier week-end, il a été fantastique. Les volleyeurs masculins ont été champions olympiques, les handballeurs, handballeuses champions et championnes olympiques, les basketteurs et basketteuses médaillés, etc. Donc, ça a été vraiment un feu d'artifice et on a des beaux sports collectifs. On a vu le rugby cette année qui a été également à très haut niveau. Mais si on prend par exemple Martin Fourcade, il fait un sport foncièrement individuel. C'est-à-dire que même quand il est en relais, c'est le seul Français sur la piste. D'accord ? Martin, s'il veut performer à son niveau, il est obligé d'avoir un entraîneur biathlon, un entraîneur physique, un kiné. Il est obligé d'intégrer sa famille dans son processus global pour réussir. Il a connu sa compagne, ils avaient 14 ans et d'entrée de jeu, il lui a dit « Tu me verras plus souvent à la télé qu'à la maison. » Je veux dire, il faut quand même trouver la personne qui est capable de vous accompagner dans ce projet-là. Les biathlètes, ils partent de chez eux entre 230 et 250 jours par an. Eh bien, Martin, quand il était athlète et qu'il était à l'autre bout du monde en train de faire ses compétitions, c'est certain que si jamais
il n'était pas sain d'esprit parce qu'il sait qu'à la maison, ça se passe mal parce qu'il n'est pas là, ben jamais il peut performer. Eh bien, c'est exactement pareil en entreprise. En entreprise, vous pouvez être dans un gros groupe, mais même si vous êtes un entrepreneur individuel, ben, vous allez avoir une équipe autour de vous. Vous allez avoir, par exemple, vos clients. Vous allez avoir vos partenaires, vos fournisseurs. Vous allez avoir votre famille également. Et ça, c'est votre équipe. Et avec votre équipe, vous allez construire votre projet, vous allez construire vos objectifs. Et en fait, dans une équipe, il faut savoir qu'il y aura toujours des cultures différentes. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'étranger, hein, même en France, entre quelqu'un qui vient du Nord, du Sud, de la Bretagne, de l'Est, eh bien, on a des cultures différentes. Vous allez avoir des croyances différentes. Vous avez ici le pictogramme qui représente un petit peu l'acupuncture. Il y en a qui vont dire « ouais, l'acupuncture, c'est génial » et tout ça. Il y en a d'autres qui vont dire bah, « c'est pas en plantant 4 aiguilles dans la cuisse que tu vas guérir ma tendinite. Il me faut des massages, il me faut de la crème, il me faut des ultrasons, etc. » C'est des croyances différentes. Vous allez avoir des éducations différentes. Hein, donc, et vous allez avoir des divergences d'opinion. Et tout ça, en fait, ça doit être la force de votre équipe. Ça doit être la force de votre équipe et ces expériences différentes doivent faire en sorte que, suivant les situations, vous allez trouver vos leaders. Parce que le leadership, il est situationnel. C'est-à-dire que vous pouvez être le leader dans un point précis et ne pas l'être dans un autre. Et souvent, quand on trouve un leader dans une situation, on a tendance à vouloir toujours le mettre en tant que leader. D'accord? Et ça, dans votre définition d'objectifs, dans votre plan d'action, etc., il va falloir que vous trouviez vos leaders en fonction des situations. Et ça passe par quoi? Ça passe par la communication au sein de votre équipe. Et la communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au sein de votre équipe, avec toutes ces différences, avoir de l'écoute. Et quand je dis avoir de l'écoute, c'est avoir de l'écoute de qualité. C'est-à-dire que vous êtes connecté avec la personne avec qui vous parlez. Et quand vous faites ça, ben, ça met quoi au sein de votre équipe? Ça va mettre de l'unité et du coup de l'implication et du partage. C'est-à-dire que si on se sent écouté qualitativement, eh bien, forcément, on va s'impliquer, forcément, on va partager. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé pour le partage qu'on fait. C'est-à-dire que peut-être que mon idée avec l'équipe que je partage, elle ne va pas être retenue. Mais je sais qu'elle ne sera pas retenue non pas parce que c'est moi qui l'a dit, mais c'est parce que ce n'était pas la meilleure pour l'équipe. Et du coup, ça implique et ça permet de partager tout le temps. Et ça va donner quoi? Ça va donner de l'énergie à votre équipe, de l'énergie globale. Et ça, c'est important de l'avoir parce que c'est ce qui va faire la force de votre équipe, de votre progression et du coup de l'atteinte de vos objectifs que vous aurez définis au début. Et vous verrez pour finir que quand vous serez en super forme avec votre équipe, eh bien alors, vous allez voir que toutes les composantes de votre réussite que j'ai mis là, eh bien finalement, petit à petit, elles vont prendre leur place. Et quand elles auront pris leur place, eh bien à ce moment-là, vous verrez que tout est possible et donc vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que je vous ai présenté sur les objectifs, comment on fait, comment on part et comment on est arrivé ici à aller jusqu'au titre de champion olympique à Sochi en 2014. Et en fait, j'ai pu l'expérimenter aussi dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est exactement les mêmes principes. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu vous dire ici, demain, vous allez le retrouver, vous également, dans ce que vous faites au quotidien. Et par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez bien noté au début quand je vous ai dit que pour nous, ce qui était important, c'était dans Smart, par exemple, c'était le T, parce que c'est ça qui définit tout. D'un côté, on a du temps pour se préparer, mais on ne peut pas rater l'échéance. Et ça va être, avant de passer aux questions si vous en avez, ça va être votre challenge du jour. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début du webinaire que grâce au challenge quotidien qu'on va vous donner, que vous pourrez remplir sur Facebook, vous allez pouvoir gagner des cadeaux vendredi. Hein. Eh bien, votre challenge du jour, c'est voilà, moi, je vous donne une date. C'est-à-dire que moi, je vous dis, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez avoir atteint au 31 janvier 2023 ? C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide pour vous. C'est vous qui, à partir d'aujourd'hui, allez vous dire, bah, tiens, je sais quel est mon environnement professionnel, j'ai des ambitions pour 2023 et au 31 janvier, voilà, qu'est-ce que je veux déjà avoir atteint ? Alors, ça ne veut pas dire que votre objectif global, il doit être atteint au 31 janvier. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez envie d'apprendre à jouer de la guitare. Voilà, depuis tout petit, vous dites, tiens, j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare parce qu'on m'a dit que c'était un instrument assez facile, tout ça. On apprend quelques accords et puis voilà, j'ai envie de chanter, j'ai envie de jouer un peu de musique. Eh ben, je ne dis pas qu'au 31 janvier 2023, vous devez savoir parfaitement jouer de la guitare. Non. Par contre, peut-être que dans ce projet en 2023 de savoir jouer de la guitare, au 31 janvier,
vous saurez quel type de guitare vous allez acheter, vous saurez quel type de cours sont disponibles autour de chez vous. Vous saurez si vous préférez avoir un cours individuel ou un cours collectif, parce que peut-être que vous allez vous dire, moi, je n'ai jamais joué de guitare, voilà, je suis un peu âgé, je vais me retrouver avec des jeunes, je ne suis pas à l'aise, donc il me faut un cours individuel. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, quand est-ce que je peux prendre ce cours individuel avec mon planning, avec mon activité professionnelle actuelle? Et en fait, peut-être que vous, votre objectif aujourd'hui que vous allez définir pour apprendre à jouer de la guitare en 2023, c'est au 31 janvier 2023, je sais quelle guitare je devais prendre, j'ai acheté ma guitare, je sais quels cours sont disponibles autour de chez moi, j'ai décidé si c'était des cours individuels ou collectifs, je sais quand est-ce que je prendrai ce cours et je sais combien ça va me coûter. Voilà. Vous avez peut-être encore jamais gratté sur votre guitare au 31 janvier 2023, mais vous avez fait une partie de votre objectif. Maintenant, ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, j'ai envie, début janvier 2023, de changer la manière dont je manage mes collaborateurs. Je manage, on va dire, par exemple, une équipe de 7-8 personnes et je me rends compte qu'on fait beaucoup de réunions qui, forcément, n'amènent pas grand-chose. Je vais mettre en place un nouveau système. Eh bien, je veux qu'en 31 janvier 2023, toute mon équipe ait intégré ce nouveau système et qu'on soit tous d'accord sur la meilleure manière de gérer les réunions. Voilà. Quelque chose d'assez simple à mettre en place. Et je vais leur expliquer début janvier ce que je veux mettre en place. On va réfléchir ensemble, on va peut-être faire un brainstorming. Et au 31 janvier 2023, tout le monde a adhéré à ce nouveau système de réunion. Donc, voilà votre challenge du jour. Donc, il faut vous inscrire au groupe Facebook privé. Vous avez dû recevoir des mails qui vous donnaient le lien. On approuve votre adhésion si vous êtes inscrit au challenge. Et à ce moment-là, on va faire un post après ce webinaire. On va dire, voilà, mettez aujourd'hui votre objectif en commentaire. Vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes qui ont peut-être un objectif équivalent et ça va vous créer du lien, ça va vous créer du réseau. Et c'est un complément indispensable, c'est un élément indispensable pour pouvoir prétendre au cadeau en fin de semaine, les 3 de 1, les 3 heures, 2 heures ou 1 heure de connexion directement avec nous pour qu'on vous aide à affiner votre projet pour 2023. Donc voilà pour moi aujourd'hui sur la définition d'objectifs et tout ce que ça entraîne derrière en termes de motivation. Vous verrez demain avec Andy de manière plus détaillée, en termes également de plan d'action, de gestion de vos résultats et de gestion de votre équipe. Donc, on est là pour aujourd'hui. Je vous ai tout présenté. Bien sûr, si vous n'avez pas pu tout noter, vous aurez accès au replay dans quelques minutes, voire début d'après-midi. Donc, ça sera disponible aussi sur le groupe Facebook. Et vous pourrez aussi poser des questions sous cette vidéo auxquelles nous répondrons, que ce soit Andy, Laurent, Olivier ou moi, parce que ce n'est pas parce que je présente aujourd'hui que mes 3 compères n'ont pas d'objectif non plus, ils en ont aussi, et peut-être que leur expérience pourra leur permettre de répondre à vos questions. Et là, donc, je ne sais pas s'il y a des questions, Andy, dans le chat, si vous n'en avez pas posé. Alors, hop, j'arrête le partage. Salut Eric et merci pour ta présentation. J'invite effectivement tous les participants à poser des questions dans le chat un maximum. Et en attendant, moi j'ai une première question à te poser Eric, parce que peut-être que les participants sont comme moi et que vous avez du mal à choisir l'objectif numéro 1 qui est le plus important pour vous à atteindre pour fin janvier 2023, puisque c'est le challenge, le défi que propose Eric. Eric, quelle astuce tu proposes pour justement réussir à choisir ce qui est le plus important pour moi? Comment on fait ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a est-ce que c'est un objectif final que vous pouvez atteindre au 31 janvier? Quand on revient au Smart ou au Super, peut-être que l'objectif, vous pouvez vous dire, il reste en gros 6 semaines, 7 semaines jusqu'au 31 janvier. L'objectif, il est peut-être atteignable, mais peut-être que dans l'écologie de votre objectif, vous allez vous dire, j'avais prévu 2 semaines de vacances, je vais en prendre qu'une parce que finalement, j'ai une semaine où je devais devoir bosser. Donc déjà, c'est ça, c'est savoir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de mettre en place. Et puis après, moi, je partirai sur qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui dans votre progression. Qu'est-ce que vous, et peut-être que lors du webinaire de mercredi avec Laurent sur la croissance de votre chiffre d'affaires, vous aurez aussi des pistes complémentaires. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque pour décupler, par exemple, votre business en 2023? Est-ce que c'est une compétence marketing? Est-ce que c'est une compétence communication? Et à ce moment-là, ça sera peut-être le webinaire d'Olivier de jeudi. Et à ce moment-là, il faut identifier les points bloquants, les points où vous pouvez vraiment compléter votre stratégie. Et à ce moment-là, vous dire, voilà, je vais faire l'effort là-dessus. Après, il faut que ça colle aussi
avec l'actualité du moment. C'est-à-dire que si vous avez des gros rendez-vous au mois de janvier et que ces rendez-vous-là, vous ne pouvez pas passer à côté, peut-être que ce n'est pas cet objectif, même s'il est prioritaire quelque part, que vous devez mettre en avant au 31 janvier. Par contre, vous devez prendre un objectif annexe. Prenez un objectif professionnel, par contre, pour le 31 janvier. Et à ce moment-là, vous allez choisir comme ça. Donc, la question, elle est vaste, elle est intéressante, Andy. Par contre, elle va dépendre un petit peu de chacun aussi. Est-ce que Laurent, Olivier, vous avez des méthodes? C'est-à-dire que moi, j'entends complètement ce que dit Eric. Et moi, j'aime bien aussi qu'on parle de nos envies. De quoi j'ai envie? Peut-être de lister ça, puis de balancer, et ensuite de trier. Comment vous fonctionnez, vous, Laurent, Olivier, pour clarifier vos objectifs? Alors, il faut ouvrir le micro, sinon on ne t'entend pas. Effectivement, ça marche mieux ainsi. Merci Annie. Moi, je pense que je fonctionne essentiellement avec des objectifs quantitatifs chiffrés qui sont liés au chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai un objectif de croissance en termes de chiffre d'affaires, c'est un objectif à 12 mois. Je le cascade en objectif mensuel. Et puis derrière, j'ai des paniers moyens que j'identifie. Et donc, je veux dire, je traduis tout ça en termes de nombre de prospects, d'offres à remettre, etc. Et voilà, donc moi, c'est essentiellement cette façon-là. Et après, il y a plein de micro-objectifs pour y arriver. Mais moi, ce qui me drive à l'année, et c'est comme ça depuis 12 ans maintenant, c'est un objectif de chiffre d'affaires à atteindre à la fin de l'année qui est mensualisé. Et c'est ça qui me sert de tableau de bord pour voir comment je progresse au fil des mois, quoi. Personnellement, c'est ma méthode. Et ça, Laurent, ça répond un petit peu à la question que peut poser Sako dans le chat questions-réponses qui disait « La définition de l'objectif est-elle efficace par séquence ou de façon annuelle ?» En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que, comme j'ai pu vous le montrer au début, on a un objectif à 4 ans, après on fait un objectif annuel, et puis après, comme confirme Laurent, on peut avoir des objectifs qui sont trimestriels ou alors mensuels. Donc, c'est ce qui permet de cadencer, c'est ce qui permet aussi de voir si on s'éloigne de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. En sport, généralement, nous, on fait par trimestre, parce que trimestre, c'est assez long pour voir des changements positifs durables, mais ce n'est pas non plus trop long sur une duralité de 4 ans pour se dire on peut se tromper un petit peu, ça ne met pas tout en péril. Donc, on aime bien travailler par trimestre dans le monde du sport, mais c'est aussi parce qu'on a, on a généralement des plans sur 4 ans. Après, si vous avez des plans sur 1 an, peut-être que vous pouvez plutôt travailler au moins, quoi. Mais ce que tu viens de dire, Laurent, je pense répond à la question de Sako qui était sur est-ce que c'est plus efficace par séquence ou annuel. Il faut par contre que la séquence soit reliée à un objectif qui est un peu plus haut, quoi. Olivier, peut-être? Comment tu fais pour définir the objectif, the one thing, le truc? Ouais. Déjà, merci Eric pour ce que tu nous as partagé. Je trouve que la comparaison entre le monde du sport et le monde professionnel était super intéressante sur pas mal de points. Alors, pour répondre à votre question, moi, de mon côté, effectivement, pour me fixer des objectifs, j'ai plutôt utilisé la méthode SMART, mais que j'ai un peu bidouillé à ma manière. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais en sorte de définir un objectif qui soit spécifique, comme tu l'as dit, Eric, qui soit mesurable, qui soit effectivement temporellement défini. Et après, moi, la petite ingrédient que j'ajoute de mon côté, je sais que ça fonctionne bien pour moi en tout cas, c'est qu'il y ait aussi un espèce de facteur externe. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'atteignais beaucoup plus facilement mes objectifs quand il y avait un engagement public ou quelque chose comme ça, que je devais rendre des comptes finalement à quelqu'un d'autre que moi-même pour arriver au bout de l'objectif. Voilà. Donc, alors, c'est pas forcément super élégant, mais en tout cas, ça a le mérite de fonctionner. Et voilà, généralement, quand on se dit, voilà, quand on s'inscrit, je ne sais pas moi, sur un marathon, quelque chose comme ça, voilà, on est inscrit et tout de suite, dès qu'on est inscrit, le switch est complètement différent et quand on en a parlé à ses proches, etc., que si ça reste un espèce de pieux dans notre esprit, quoi. Donc voilà, moi, ma petite recette à moi de mon côté. Ça, je pense que ta manière de fonctionner, Olivier, peut-être que demain, Andy, sur la motivation, nous donnera des clés pour comprendre comment ça fonctionne. Oui, c'est exactement ce que je vais dire. Merci Eric, parce qu'en fait, moi j'ai une approche qui est complémentaire à la vôtre. C'est-à-dire que je me dis il y a 2 temps. Premièrement, c'est identifier l'objectif principal pour moi. Et dans un deuxième temps, je vais le qualifier pour savoir s'il est faisable, etc. C'est-à-dire que je vais commencer par évoluer dans un monde de rêve où tout est possible. Je ne vais pas commencer à démarrer par les contraintes. De quoi j'ai envie? Et c'est pas toujours facile d'interroger ses envies. De quoi j'ai envie? Et je prends un papier et je note et je balance. J'ai peut-être 10, 15, 20, 30 envies et ça peut prendre du temps. Et puis, je laisse poser. Et puis, je les reprends. Je dis, OK, si je dois faire un classement, j'en vire la moitié.
quelles sont les envies vraiment les plus importantes pour moi, c'est relatif. Et puis, je vais essayer d'arriver à 3 envies, qui seront peut-être 3 objectifs, ou à une envie qui va être ma raison d'être, ce qui va vraiment me motiver. Donc, en gros, je vais essayer de sonder ce que j'ai en moi, soit en écrivant, par exemple, une liste de vie, soit en lisant des choses. Des fois, il y a des choses qui nous interpellent parce qu'on pose la question, soit en parlant aux gens. Et une fois que je suis clair là-dessus, alors je vais appliquer tout ce que vous dites, c'est-à-dire des trames qui vont permettre de qualifier et de couper au sécateur tout ce qui dépasse et tout ce qui n'est pas réaliste, ou tout ce qui n'est pas atteignable, ou tout ce qui n'est pas engageant, motivant, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à partir de l'intérieur. Qu'est-ce qui me branche, qu'est-ce qui me donne envie? Et puis, parfois, c'est lié à l'environnement, aux contraintes, etc., tout ce que vous avez dit. Mais c'est aussi une manière, moi, je pense, voilà ce que j'aimerais atteindre en janvier 2023. Parce que c'est ça qui va me permettre de concentrer mon énergie et d'être efficace plutôt que de me disperser et d'aller sur 1000 choses. Et pour compléter tout ça et bien faire les choses, moi, je partagerai également sous le post mon objectif au 31 janvier 2023. Donc, comme ça, vous pourrez voir un petit peu, j'essaierai d'être un peu plus complet pour dire aussi et dans quel cadre ça s'inscrit. Peut-être qu'au 31 janvier 2023, ce que je vais vous proposer, ça ne sera pas seulement un objectif final, mais une partie d'un objectif. Et donc, je détaillerai dans le post tout ça pour que ça puisse vous aiguiller. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous ce post, qu'on puisse nous aussi interagir et qu'on puisse vous dire, bah voilà, votre objectif, c'est ça. Bah, je pense qu'il faut aller plus dans le détail. Ça veut dire quoi, etc. Le but de ces 4 webinaires, et puis le 5e, c'est plus un webinaire de récompense, mais de ces 4 webinaires, c'est vraiment non seulement de vous apporter des conseils lors de ce webinaire, mais aussi de créer de l'interaction. Le groupe Facebook, il va être jusqu'au 26 décembre. Hein, après, on va l'enlever, mais jusqu'au 26 décembre, eh bien, vous pourrez interagir là-dessus. Alors, on a eu des questions. Donc, il y a Jean-Pierre qui nous dit qu'il a un objectif. On a Virginie qui nous dit que s'entourer d'une équipe, c'est primordial. Que faites-vous en tant qu'indépendant pour que cette équipe vous aide à définir un plan réaliste? Transformez-vous cette équipe en réseau de confiance? Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus vous arriverez à comprendre, à connaître vos équipes, et plus vous pourrez travailler avec elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes indépendant et peut-être que imaginons que dans vos équipes, vous ayez des imprimeurs. Vous devez à un moment imprimer des choses et vous avez 2 imprimeurs. Eh bien, bien les connaître. Peut-être qu'il y en a un qui va pouvoir, vous allez l'appeler le vendredi et puis vous allez dire, écoute, voilà, j'ai quelque chose d'urgent à faire, il faut que ce soit fait lundi. Et celui-là, bah, il va vous le faire lundi. Et bon, la qualité sera peut-être un peu moindre, mais il fera. Et par contre, il y en a un autre, vous l'appelez, vous lui dites la même chose, il va vous dire non, parce que moi, j'ai besoin de plus de temps, il faut que je regarde. Et lui, vous savez que si demain, vous avez quelque chose qui doit vraiment être qualitatif à 100%, il n'y a aucune erreur, ben lui, vous allez pouvoir travailler avec lui. Mais par contre, ben, le délai, ça serait peut-être de 3-4 semaines. Donc c'est là où, en connaissant du mieux possible vos équipes, que ce soit dans la même entreprise ou que ce soit en tant qu'indépendant avec qui vous travaillez, eh bien, vous allez pouvoir progresser. De la même manière avec vos clients. Il y a des clients avec lesquels vous savez que vous avez de la confiance et vous allez pouvoir tester des choses avec eux en leur disant, bah voilà, aujourd'hui, je voudrais tester quelque chose de nouveau avec toi, j'ai un nouveau produit, une nouvelle manière de fonctionner. Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a d'autres, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Donc voilà, donc c'est dans Virginie, c'est dans cette optique-là que je dirais que ça va vous permettre d'avoir un réseau de confiance parce que vous allez le construire vous-même en connaissant le mieux possible les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit en interne ou en externe. Est-ce que je voulais réagir aussi au message de Jean-Pierre, parce que je ne sais pas ce que j'ai publié dans le chat, mais je connais Jean-Pierre et je sais les sujets sur lesquels il travaille. Et là, j'ai trouvé qu'il avait posé dans la zone de chat un objectif que j'aimerais qu'on critique dans la forme. À mon avis, il est plutôt bon, mais j'aimerais avoir ton regard, Eric, à savoir si c'est un objectif SMART. Tu vois. En gros, Jean-Pierre nous dit, moi, mon objectif au 31 janvier, c'est d'avoir identifié ou d'avoir mobilisé 2-3 groupes tests pour 20 capsules de 2 minutes sur la résilience. Il travaille sur le thème de la résilience, il est en train de préparer un livre. Et donc, il va faire, j'imagine, Jean-Pierre, tu peux me compléter au moins par écrit si tu veux, des capsules de 20 minutes et il faudra avoir 2-3 groupes tests identifiés, voire mobilisés au 31 janvier. Est-ce que tu penses que c'est un objectif qui est suffisamment précis, efficace, mobilisant, etc.
Alors, ça peut l'être. Après, il faut aller plus loin dans, est-ce qu'il a déjà fait des capsules? Il y en a 20 de 2 minutes à faire. Est-ce qu'il a déjà les sujets? C'est juste tourner. Est-ce qu'il a les compétences techniques pour savoir comment les tourner? Est-ce qu'il est prêt à se dire, j'ai calculé qu'il me fallait tant de temps. Si c'est à fin janvier, avoir mobilisé mes 2 ou 3 groupes tests, donc ça veut dire, est-ce que mes capsules sont prêtes au 10 janvier et ils ont 20 jours pour identifier, mobiliser, etc. Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a de la relecture? Est-ce qu'il y a du montage? Donc, l'objectif, il part plutôt bien. Il y a du mesurable et tout. Il y a une date. Maintenant, sur l'atteignable et le réaliste, il faut en discuter un peu plus en détail avec Jean-Pierre pour savoir exactement où il en est. Mais à la base, l'objectif, il est plutôt bien. Il pourrait être un peu plus spécifique dans ce qu'on entend par identifier, mobiliser. C'est-à-dire, c'est à la date du 31 janvier, je veux avoir réalisé 20 capsules de 2 minutes sur la résilience et l'avoir proposé à 2-3 groupes tests. C'est pareil, c'est un peu vague. C'est des groupes tests. Pourquoi 2-3 Qu'est-ce qu'il va chercher sur chaque groupe, etc. Donc, il y a peut-être des sous-objectifs dedans à définir. Mais à la base, c'est ce genre-là de réflexion qu'on doit avoir. Il y a une logique que j'aime bien avoir dans l'esprit de ce que tu dis, puisque quand on fixe un objectif, c'est pour structurer les actions qu'on va mettre en œuvre. Exactement. Et qui dit action dit résultat. Et moi, j'aime bien parfois m'interroger sur les résultats que j'attends. Je trouve que c'est la même chose que de définir l'objectif, mais c'est parfois plus facile. Alors, je me projette au 31 janvier 2023. Si je regarde en arrière, qu'est-ce que j'ai réussi qui me rend fier? Quels sont les résultats que j'attends? Et en fait, ça, après, on le transforme en objectif. C'est la même chose, en fait, c'est les deux revers de la même pièce. Mais parfois, je trouve que c'est plus simple de dire, OK, quand j'ai fini, j'ai produit quoi concrètement? J'ai un test, OK, de combien de personnes qui ont, c'est exactement ce que tu dis, interroger quelle dimension, comment je mesure ce que je veux faire évaluer, etc. Et puis, à quoi ça ressemble à la fin. Et parfois, c'est plus facile de le dessiner ou de l'écrire que de dire partir sur, attends, c'est quoi mon objectif? Mais c'est la même chose. Et en fait, dans l'objectif, il y a l'objectif de résultat, mais de moyens aussi. Et sur ces deux-là, tu en parleras peut-être demain, Andy, mais ça participe à la motivation. C'est-à-dire, OK, peut-être qu'au 31 janvier, je n'ai pas réussi tout mon objectif global, mais par contre, dans les moyens que j'ai mis en œuvre pour l'atteindre, je sais maintenant faire des vidéos, je sais comment tester mon panel, etc. Et tout ça. Donc, faut pas juste se dire j'avais un objectif de résultat et j'y suis pas arrivé, en gros je suis nul, hein, parce que sinon on n'est plus motivé. Mais il y a objectif de résultat, objectif de moyen. Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre? Et ça revient un petit peu à ce que je disais dans l'analyse des succès ou des échecs. Voilà, quelles compétences j'ai mis en œuvre? OK, j'ai pas réussi parce que je me suis peut-être trompé sur quelque chose. Il s'est peut-être passé quelque chose pendant ces 6 semaines qui m'éloignent du 31 janvier qui fait que j'ai pas réussi. Par contre, dans les moyens que j'ai mis en œuvre pour y arriver, maintenant j'ai cette compétence-là en plus et je sais que j'ai conscientisé cette compétence. Je sais maintenant faire des vidéos de 2 minutes et ça me prend à peine 10 minutes pour la faire, monter tout ça parce que j'ai le matériel et j'ai la compétence. Maintenant, je sais que je peux mettre ça en place dans mon prochain plan et peut-être qu'au 31 mars, là, mon plan, je pourrais être encore plus efficace dans ce que je veux faire et là, ça marchera. J'ai une question par rapport à ça, justement, Eric. Quand tu définis un objectif, est-ce que tu conseilles d'avoir une espèce de carnet de bord, finalement, où tu notes au fur et à mesure de l'accomplissement de l'objectif? Parce que faire le bilan, en fait, rétrospectivement, bon, il y a des gros trucs qui vont apparaître, mais peut-être que les détails, on va peut-être plus avoir de mal à les capter, à les capturer. Est-ce que toi, voilà, justement, dans ce chemin vers un objectif, est-ce que tu as des conseils particuliers par rapport à ça, dans le day by day, on va dire, pour maximiser un petit peu l'expérience, l'apprentissage? Bois ton petit verre d'eau, Eric. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi je suis quelqu'un qui note beaucoup parce que et puis surtout dans le monde d'aujourd'hui où les informations elles viennent de partout. Hein, on parle souvent d'infobésité, hein, puisque avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on peut avoir beaucoup d'informations qui peuvent être pertinentes. Hein, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je note beaucoup de choses, je classe. Et en fait, vraiment dans le succès, j'ai du succès, j'ai réussi ce que j'avais prévu, un rendez-vous commercial, j'ai un nouveau client, j'ai gagné une médaille, etc. La première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas oublier de le fêter. Même si c'est un petit succès, il faut le fêter. Parce qu'en le fêtant, on exprime une émotion. Et du coup, cette émotion, vu qu'on l'a exprimée, on peut la détacher de l'analyse après. Et du coup, après, on arrive à prendre du recul et on arrive à se dire, OK, voilà, j'ai eu du succès, je l'ai fêté, maintenant, comment j'ai fait? Et c'est là où, en reprenant les notes, en regardant comment on a fait, on va se dire, tiens,
Tu vois, finalement, sur ce projet-là, on a fait une réunion toutes les semaines. Et on ne l'avait pas fait avant. Et finalement, bah, ça nous a donné du rythme. Et ça nous a permis, même si c'était une réunion de 10 minutes tous les lundis matins, bah, ça nous permet de rassurer plein de monde. Et bah, ça, il faut qu'on le garde. Et ça permet de conscientiser les choses. Si ça se trouve, on le faisait avant, mais on n'en était pas conscient. Et là, le fait d'en être conscient, on sait qu'on doit l'intégrer et on sait que c'est une étape du succès. Et donc, après, on peut passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut noter, il faut fêter le succès. Et après, ça nous permet comme ça, à froid, de se dire, bah, voilà pourquoi on a réussi. Et puis après, c'est ce que je disais dans l'équipe, on est tous un petit peu différents. Et donc, peut-être qu'il y en a qui vont réussir parce qu'ils vont dire, bah, voilà, toi, toutes les semaines, tu me demandais comment ça se passait et je me sentais intégré dans le projet. Je sentais que ça tenait à cœur que je réussisse et ça m'a motivé. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, bah, pendant 4 semaines, tu m'as rien dit, mais parce que tu m'as fait confiance. Et le fait que tu fasses confiance, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à m'investir dedans parce que je me dis, il a confiance en moi parce qu'il me laisse libre de gérer mon temps comme je veux. Il m'a donné une date au 31 janvier, par exemple, 2023. J'ai été là et tu ne m'as pas toutes les semaines dit, alors, t'en es où, t'en es où, t'en es où? Et moi, ça m'a donné confiance en moi. Mais peut-être qu'un autre, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aussi adapter et c'est pour ça qu'il faut bien connaître son équipe. Je reviens un peu sur ce qu'on disait avec Virginie. C'est plus tu connaîtras ton équipe et plus tu seras capable d'interagir avec elle pour pouvoir continuer. Merci Eric. Moi, alors on n'a plus beaucoup de temps, juste vraiment insister sur ce que tu as évoqué, là, l'objectif de moyens. Moi, je trouve que quand on a 2 objectifs de résultat, un objectif de moyens, c'est le bon équilibre parce que ça permet de s'enlever un peu de pression et de se concentrer sur ce sur quoi on a prise, pas uniquement sur le résultat. Le résultat, il dépend de plein de choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Par contre, de dire, voilà, je vais libérer par exemple 1 heure par semaine pour planifier le plan de mon succès pour 2023, peut-être qu'avec 7 heures, je ne vais pas suffisamment avancer. Mais le fait de l'avoir planifié et respecté, j'avancerai plus que si je ne l'avais pas fait. Et je ne suis pas en train de me mettre une pression de fou. Par contre, je me mets en phase avec le fait que ce qui fait la réussite, ce qui fait avancer le projet, ce n'est pas le temps, c'est le travail. Et donc, si je ne me donne pas des temps de travail dédiés, ça paraît bête, mais je n'avance pas. Et je trouve que cette notion d'objectif de moyen, je me donne l'objectif de mettre en œuvre tel moyen pour avancer, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va faire la différence. Et quand on n'a pas le moral, parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, etc., ça nous permet quand même de nous accrocher à quelque chose, de dire, peut-être pas les résultats que je voulais parce que c'est plus dur que ce que je pensais, mais quand même, j'ai avancé, en fait. Je produis. C'est ce que tu disais. Je trouve que c'est vraiment important. Donc, quand j'ai compris ça, ça m'a débloqué plein de choses. Écoutez, on arrive. Merci Andy, merci Olivier, merci Laurent pour votre participation à ce webinaire. On arrive au bout de l'heure. Alors, ce qu'on aime bien quand on a préparé ce challenge, on aime bien commencer à l'heure, on aime bien finir à l'heure. Votre temps est précieux. Et donc, voilà. Mais on garde le contact. Donc, n'oubliez pas de continuer de vous inscrire sur le Facebook. Et puis, on va continuer à interagir de cette manière-là avec vous. Participez au challenge. Regardez le replay sera sur Facebook. Participez au challenge pour pouvoir gagner les cadeaux. Il y aura des cadeaux pour tout le monde parce qu'on l'a voulu comme ça, mais il y aura aussi le gros cadeau vendredi matin qu'on a défini. On se retrouve, nous, demain à 11 h avec Andy et puis mercredi et jeudi avec Laurent et Olivier. En attendant, on vous souhaite une belle fin de journée. On continue à interagir avec vous sur le groupe Facebook privé. Et puis, bonne fin de journée. Réfléchissez à vos objectifs pour le 31 janvier 2023. C'est votre défi du jour. Et je vous dis à demain, 11 h, même endroit, même place. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée à demain. BIS Performance sur Facebook si vous cherchez.